Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, c'est votre émission Débat de la semaine qui revient avec un nouveau numéro ce lundi sur la télé républicaine. Et merci de vous savoir nombreux à attendre ce grand rendez-vous dès tous les lundis sur la télé républicaine. Merci également de nous suivre sur la www.lepotentielonline.com. Alors, nous parlons actualité dans cette émission. L'actualité, ce sont ces nouveaux rebondissements autour de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Vous le savez, peut-être pas, mais le M23 vient d'être rebaptisé, tout du moins son bras armé porte le nom désormais de Armée révolutionnaire du Congo, ce qui fait dire à beaucoup qu'on est très loin de la résolution de la crise dans cette partie du pays, la partie orientale du pays, tout particulièrement le Nord Kivu, qui est depuis plusieurs mois, en tout cas, le théâtre des affrontements entre la rébellion et l'armée régulière, mais aussi avec tous les groupes armés qui naissent, qui meurent tous les jours. Autre sujet, c'est que le Conseil de sécurité a décidé de manière ferme de prendre des sanctions ciblées contre le M23 et leur soutien. Et en même temps, le même Conseil de sécurité a en son sein aujourd'hui le Rwanda. Le Rwanda qui a été élu le jeudi dernier à la suite d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, membre non permanent du Conseil de sécurité. Une élection très contestée ici à Kinshasa, très contesté également par certaines ONG internationales. Que faut-il comprendre par cette élection du Rwanda? Nous parlons de tout cela avec nos deux invités. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. À ma gauche, je reçois Gustave Omba, quelqu'un que beaucoup vont reconnaître, puisqu'il c'est un député honoraire, quelqu'un qui a été très très bouillant pendant la législature passée. Gustave Omba est aujourd'hui au sein de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Et à notre droite, un habitué de cette émission, le professeur Mathieu Kalele, que beaucoup admirent, dont beaucoup apprécient, n'est-ce pas, les analyses. Professeur Kalele, président du Front pour un nouveau type de Congolais, un parti de l'opposition. Il est en même temps premier coordonnateur adjoint des FAC. C'est bien cela. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir Patrick. Voilà, c'est donc avec nos deux invités que nous allons faire le débat. Ce débat citoyen, ce débat qui va au-delà des considérations du genre majorité-opposition, non. Un débat autour de la nation, autour des problèmes qui nous arrivent à nous en tant que Congolais. Alors, on commence par cette actualité qui nous est arrivée le week-end dernier. Samedi, il y a eu un point de presse qui s'est tenu à Bunagana notamment, où le M23 annonçait qu'il avait maintenant un bras armé qui s'appelait désormais l'armée révolutionnaire du Congo. Gustave Omba, je commence avec vous. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est d'abord avec beaucoup de regrets que je constate la légèreté avec laquelle nous sommes en train, nous en tant que Congolais, nous sommes en train de traiter la situation qui sévit à l'est du Congo. Tout celui qui a la passion du Congo, avec une vision d'intérêt commun, ne doit pas laisser les choses pourrir pour que demain, on ne soit pas capable de maîtriser ce qui sévit là-bas. La situation est grave, elle est préoccupante, c'est vrai. Mais les Congolais ne réalisent pas encore, peut-être nous qui sommes ici, nous ne réalisons pas encore la gravité et les dangers que l'Est du Congo connaît. C'est beaucoup d'enjeux. Ces dangers sont liés aux enjeux que ceux qui ont la manette de la gestion de l'État, ils savent. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que la situation est déjà bien plus grave, non pas seulement par le fait que le M23 est en train de se restructurer, mais au regard d'autres considérations. C'est très grave. Et ici, quand par rapport à mon analyse, quand le M23 passe à cette dimension,
C'est parce que la guerre qui s'est vue à l'est du Congo va également avoir une autre dimension. Vous savez que cette guerre est bien connue de tout le monde. Le pouvoir, la majorité, devaient se mettre ensemble pour réfléchir que faire pour sortir le pays de cette crise. Nous avons eu suffisamment de tribunes, suffisamment d'opportunités pour donner des avis clairs par rapport à la crise qui s'est vue à l'est du Congo. Mais le Congo, nous nous comportons comme si c'est un tabou de parler de ce qui s'est vu chez nous. Pourtant, nous sommes au cœur de ça. Nous voyons ce qui se passe. Il y a lieu que nous puissions nous regarder aux yeux, que nous puissions dire certaines vérités objectivement. Et quand on sait qu'on a la passion du Congo, il faut mettre l'intérêt du Congo devant et ne pas jouer le pyromane. Je vais revenir à vous. Professeur Kalele, pratiquement la même question. Aujourd'hui, le M23 a un bras armé. Ça veut dire que c'est parti pour une guerre qui risque d'avoir des conséquences encore plus fâcheuses et on assiste comme à une répétition de l'histoire. Oui, c'est une répétition de l'histoire, mais il faut noter que ces événements arrivent au lendemain de la fin de la francophonie, pratiquement exactement une semaine après. C'est quoi le lien que vous établissez? Ça signifie que dans les résolutions, quand on demande la fin de la guerre à l'Est, la ministre rwandaise des Affaires étrangères dit non, le Rwanda ne va pas mettre fin à la guerre. De la parole, on est passé maintenant aux actes. C'est cela que ça signifie. Il n'y a pas simplement une déclaration, on concrétise ça dans les faits. Nous allons faire la guerre et de manière professionnelle, en menaçant même de prendre Goma, parce qu'ils l'ont dit, si vous ne négociez pas, nous prenons Goma. Des négociations directes d'ailleurs, qu'ils sont en train de réclamer. C'est la deuxième fois qu'ils le disent, parce que après la chute de Bunagana, ils avaient dit exactement la même chose. Maintenant, vous parlez de l'histoire. Oui, il y a de l'histoire là-dedans. Les débaptisations peuvent avoir plusieurs motifs. Si nous remontons à l'époque coloniale, à l'Union minière du Haut-Katanga, on a parlé de l'OCTK, l'Office de travail du Katanga. Dans les recrutements, principalement au Kasaï. Cet office a commis tellement d'abus qu'il était devenu trop impopulaire. Alors, pour faire un lavage de cerveau, on l'a débaptisé. On a parlé du BTK, Bureau du travail du Katanga, pour jouer sur la psychologie et apaiser les gens. Mais le contenu était resté exactement le même. Ici, nous semblons oublier aussi que le CNDP a joué le même jeu. À un moment donné, il a pris un nom, mouvement de libération de l'ensemble du Congo. Il y a eu CNDP et le nouveau nom. Mais la réalité reste exactement la même. Nous allons continuer la guerre. Il y a simplement une division du travail. Ceux qui font la guerre sur le terrain et ceux qui font la politique sur le terrain, qui élaborent les perspectives, les plans de gestion du pays demain. C'est cela que ça signifie. Donc c'est un renforcement de la situation et même un échec de la francophonie dans les deux dernières résolutions
la démocratisation, le respect des droits de l'homme et la fin de la guerre à l'Est. Ok, d'accord. Alors, Gustave Mba, est-ce que pour le M23, finalement, il ne s'agit pas de se mettre en une certaine position pour justement obtenir ces négociations directes? Ma question d'abord, elle est celle-ci. Faut-il négocier directement avec cette rébellion du M23? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir, avons-nous fourni les moyens qu'il faut à notre armée pour bien défendre la cause du Congo ou de l'intégrité du territoire? S'il y a une réponse à cette question, nous allons nous poser également une seconde question de savoir est-ce que le moyen fourni nous permet d'avoir les résultats attendus? En tout cas, des questions de ce S'il vous type plaît. ont été posées S'il vous plaît. au S'il vous vice-premier plaît. ministre en S'il charge vous de la plaît. Défense. Et de Il s'est trois, défendu au Parlement. et de trois, Oui. avons-nous les résultats attendus par rapport aux moyens disponibilisés? Ce sont là les éléments qui devront nous amener à nous dire est-ce que faudrait-il négocier ou les trois options, la guerre, la diplomatie La politique. et la politique, par quel mécanisme avons-nous appliqué tout cela? Est-ce que la guerre, avons-nous les moyens de pouvoir faire la guerre? Je suis le chef d'état-major du Rwanda dire l'armée congolaise ne sera même pas capable de tuer un cancret là. Ça, c'est lui qui le dit. Oui, écoute. Et pour Kinshasa, c'est une insulte s'il vous d'ailleurs. plaît. Oui, moi je trouve ça des propos très graves en tant qu'un digne fils de ce pays. Je vois ces milliers d'hommes, je vois ces budgets imprévus qui est alloué à notre armée. Pourquoi le présumé, je ne peux même plus parler de présumé parce que le rapport des Nations Unies fait foi, le chef d'État de l'armée rwandaise, le chef d'état-major de l'armée rwandaise traite notre armée, n'est pas être capable de tuer un cancret là. Ça veut dire que du point de vue stratégique, ils ont suffisamment d'éléments qui prouvent que leur puissance de feu, s'ils sont impliqués dans la guerre, ou comme ils sont impliqués dans la guerre, ne permettra pas aux nôtres de pouvoir résister. Quand je vois l'évolution de la crise depuis que ça a commencé, quels efforts avons-nous fournis pour délocaliser ceux-là qui occupent les territoires qui devaient être sous l'administration de notre pays? Donc, du point de vue militaire, je puis dire au regard de ces premiers éléments d'échantillon, sauf si il y a des éléments d'autres stratégiques que je ne maîtrise pas, qui nous amèneraient à dire, à ce jour, j'ai mis un peu de réserve. Nous devions arriver à l'objectif avec ça. Pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés militairement? Les trois schémas, l'armée ne résout pas les problèmes. Diplomatie. À quoi ressemble la diplomatie congolaise aujourd'hui? J'étais très écœuré de suivre la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui a traité notre ambassadeur aux Nations Unies. C'est les prises de position de frustration. C'est méprisant. Le Congo est frustré. C'est-à-dire que le Congo a manqué l'occasion de préparer les argumentaires pour être capable de pouvoir faire passer sa vision, surtout que le Congo est accompagné, nous sommes accompagnés par des résolutions, par des témoignages, par des rapports qui accompagnent la position du Congo à tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait que nos diplomaties ne puissent pas arriver à faire déclencher pour faire changer la donne? Est-ce que ce n'est pas ce protectionnisme-là dont bénéficie le Rwanda de la part des autres puissances? Non, mais avant de répondre à cette question, il faut se dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Rwanda soit le modèle? Il y a une série, ce n'est plus lié au problème des génocides. Il y a certains paramètres qui font que le Rwanda soit aujourd'hui écouté à un certain degré, sur base de certains objectifs qui lui ont été assignés. Devons-nous faire notre action en voulant défendre notre cause? Nous voulons défendre la cause du Congo et nous mettons la responsabilité sur le dos de l'autre. Regardons-nous d'abord pour que nous puissions dire à l'interne qu'est-ce que nous faisons de notre pays. Enfin aboutir à la troisième résolution, la négociation. La négociation
est de l'apanage des personnalités qui ont le sens du degré de l'avenir. Qu'est-ce que je veux de l'avenir? Faudrait-il que je puisse d'abord casser tous mes œufs pour que je puisse dire on négocie maintenant, ou il faut que je protège les œufs que je porte, qui s'appelle le Congo, et je suis prêt à me mettre à genoux parce que je ne suis pas suffisamment préparé, tant du point de vue diplomatique que du point de vue militaire, pour affronter la menace qui est en face de moi. Je vais protéger ma nation, je vais protéger mon peuple. C'est question d'avoir le sens de la passion pour le Congo qui peut vous amener à lever, à prendre la décision courageuse. Mais cette décision courageuse ne doit pas être une décision qui vient de fantasmes et de son intérêt personnel. La décision courageuse de s'il vous plaît, te négocier. S'il vous plaît. Oui. De se dire, y a-t-il, en se mettant autour d'une table avec tout ce qui est divergence dans votre pays, je dis, négocions, trouvons la voie de sortie. À quel terme? Les termes de référence doivent être connus, que de faire des choses en sourdine, en singleton, dans le secret. Tôt ou tard, le jour apparaîtra et ça sera fatal ce jour-là de se défendre pendant que le pays est en train de connaître une situation qui risque de ne pas être maîtrisée demain. Merci Gustavo Mbam. Alors professeur, est-ce que justement, à cause de cette diplomatie qui pose problème, qu'aujourd'hui on a le Rwanda, quoique accusé par les experts de l'ONU, quoique accusé par Kinshasa, qui passe quand même comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre non permanent soit-il, mais il entre quand même dans ce cercle-là, et beaucoup craignent d'ailleurs qu'au lieu que cette présence rwandaise ait un effet positif sur la résolution de la crise dans la région, qu'on assiste plutôt à l'effet contraire. Oui, on a raison de le craindre. Mais encore une fois, c'est en grande partie de notre responsabilité. Pourtant, on a vu comment notre représentante aux Nations Unies s'est battue pour contester cette élection, pour s'opposer à cette élection. Oui, mais ça, c'est au finish. Ça se fait en amont. Quand vous introduisez votre candidature ou quand vous avez les prétentions, il y a un jeu de contact. On se déplace même pays par pays. On va voir Patrick, on va voir Omba, on va voir Kalele. Moi, je veux introduire. Est-ce que vous pouvez soutenir ma candidature? Ça se fait même des années avant. Ça s'est déjà fait avec le Rwanda pour la BAD. Le président actuel de la BAD, Banque africaine de développement, c'est un Rwandais, c'est Kaberuka. Mais on a sillonné à travers le pays pour faire passer cette candidature. Vous venez de le vivre avec Zuma pour l'Union africaine. Ça ne se fait pas dans la salle. Il y a un très grand travail en amont qui se fait, qui prend des mois et les gens se déplacent et se redéplacent. Les chefs d'État s'impliquent. Parfois, c'est le chef de l'État lui-même qui se déplace pour soutenir sa candidature. On a vu également avec Bongo, pour le cas de Jamping. Ouais. Tout ce temps-là, nous ne l'avons pas mis à profit, malgré le cas Kaberuka, pour faire la diplomatie en amont. Par contre, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Lorsque les experts de l'ONU publient par exemple l'accord, le rapport mapping, ah, okay. Nous nous faisons l'avocat du Rwanda. Et lorsque nous signons le fameux accord du 23 mars 2009, où nous convenons de co-gérer le pays, l'ONU est informée. L'un des témoins, c'est l'ONU, Obasanjo. L'autre témoin, c'est l'Union africaine, Benjamin Nkapa. C'est nous-mêmes qui acceptons de cohabiter, d'avoir une police mixte, d'avoir une armée ensemble, d'avoir les politiques rwandais
dans l'AMP les militaires rwandais dans notre armée. À ce moment-là, lorsque après, vous vous réveillez pour dire non, 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 le Rwanda nous agresse. Mais on a tous ces documents, on a des preuves des appels que vous avez faits au Rwanda pour venir ici vous-même. Parce que n'oublions pas, c'est des parenthèses importantes. Aujourd'hui, c'est établi que derrière ou aux côtés du M23, vous avez les FDLR, vous avez les Interamwe. Mais comme on a fait pourtant venir les Rwandais ici sous prétexte qu'il faut diminuer la capacité de nuisance de FDLR. Nous sommes empêtrés dans des contradictions internes telles que nous ne pouvons pas gagner. Et qui sont nos amis à travers le monde? Qu'est-ce qu'ils pèsent? On ne fait pas l'éloge du Rwanda, mais il faut reconnaître que si deux équipes de football se battent, il y en a une qui remporte la victoire, il faut savoir reconnaître que l'adversaire a été plus fort. C'est pas bon, un manque de patriotisme là. Non, si vous ne faites pas, l'autocritique oblige de reconnaître à la fois ses points forts, ses points faibles. Et il faut remonter ces points, combler les failles. Ce n'est pas seulement au Congo, à travers le monde entier, on décrit le leadership congolais. Alors, il est trop faible. La deuxième partie de ma question, c'est qu'en quoi l'élection du Rwanda au Conseil de l'ONU peut avoir un impact négatif sur la résolution de la crise? Vous savez, on a dit... On dit qu'il n'est que membre non permanent, il n'a pas le droit de veto. Il n'a pas le droit de veto, mais sa capacité de manœuvre augmente. Lorsqu'on parle des sanctions, même des sanctions ciblées, mais il ne faut pas trop vite applaudir. Les États-Unis ont annoncé des sanctions pour le financement de l'académie militaire, là où on forme les troupes d'élite qui agissent au Congo. La Grande-Bretagne avait suivi, mais après, elle s'était très vite rétractée. Il y a eu beaucoup de sanctions, beaucoup de résolutions contre Israël qui n'ont pas eu de lendemain. Aujourd'hui, dans le mécanisme de Nations Unies, quand vous avez des propositions de sanctions, la filière est telle que même les membres non permanents sont consultés et ils donnent leur avis. C'est seulement quand leur avis est concluant que ça passe au niveau du comité des membres permanents. Mais je ne vois pas le Rwanda laisser passer des résolutions la condamnant. Alors, c'est à quel jeu finalement? Il sait ce qui se passe. Oui. C'est un grave avant. Je ne crois pas non plus qu'il ait postulé à ce poste pour s'amuser ou pour la notoriété. Il savait ce que allait lui rapporter comme dividende. Mais beaucoup parmi les Congolais pensent que l'ONU finalement joue un sale jeu, où aujourd'hui on admet le Rwanda comme membre non permanent, demain on menace de sanctions ciblées. Bon, le surlendemain, ce sont les experts qui vont présenter un rapport final qui met clairement en lumière l'implication du Rwanda. Finalement, les gens ne comprennent pas très bien tout cela. On dirait que, bon, on est en train de tourner tout le monde en bourrique. Non, je crois que c'est lié à la faiblesse du Congo comme État. Toujours, la faiblesse. Vous revenez toujours à ça. Cher ami, je suis un acteur politique.